Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, en fait, on va regarder un petit peu comment on peut pratiquer des injections SQL ou des injections JavaScript. On va regarder en fait comment identifier la faille, comment aussi l'utiliser pour envoyer une attaque au niveau d'un utilisateur qui serait malveillant. Et puis on va aussi voir comment en fait, patcher la faille et apporter un correctif pour éviter que ça se passe. Donc on va d'abord passer un petit peu à travers l'application. Donc l'application est assez simple. On a une classe de départ pour démarrer le serveur. On a une source de données qui utilise la base de données H2. Donc en fait on va écrire dans une base de données en SQL. On a deux scripts qui vont se charger automatiquement au niveau du démarrage du serveur, qui sont la définition d'un schéma. Donc en fait on a une table en SQL qui s'appelle appMessage, qui contient juste un ID, qui est incrémenté au fur et à mesure, et puis un contenu. Donc ensuite, on a un fichier qui s'appelle data.sql, qui lui va contenir des données à insérer dans la base de données au départ. Donc comme notre clé, notre identifiant en fait est auto-incrémenté, ce qu'on va passer comme valeur c'est nul, puis c'est le serveur qui va en fait s'occuper d'affecter l'identifiant, et puis ensuite deux messages. Au niveau de l'accès, en fait, on a trois pages. On a une page Home qui va afficher les messages actuels sur le système. Un qui va nous amener à un formulaire ici pour créer un nouveau message. Donc en fait, quand on fait /nouveau sur le site, ça va nous amener à un template qui est défini ici, qui est une toute petite page HTML avec juste un formulaire pour envoyer un nouveau message. Donc un champ pour le message, un champ pour envoyer, qui va envoyer ça en post. Et on a ici la petite méthode qui va nous permettre de récupérer cette requête post sur l'URL ajouter forme, qui va prendre le message et qui va aller le rajouter dans la BD. Donc au niveau de l'interaction avec la BD, ce qu'on a ici, c'est un repo qui utilise JDBC, donc Java Database Connection. Et on utilise les classes qui viennent avec Spring Boot JDBC. Donc on va utiliser un JDBC template qui va nous permettre d'envoyer des requêtes, et puis un simple JDBC insert qui va nous permettre de faire des requêtes pour créer des objets dedans. Donc là on voit par exemple notre all message, donc ça nous fait un select étoile from up message, donc ça va aller chercher toutes les lignes dans la table up message. Et ensuite, on convertit chaque ligne en allant chercher simplement la string qui correspond au content. On ne récupère pas l'ID, on récupère vraiment juste la string. Ça nous permet de récupérer notre liste de strings ici. Et ensuite, on a notre méthode d'ajout de message ici, donc qui fait un JDBC template, et on construit un insert into app message, avec encore une fois null pour la clé puisqu'elle est auto-incrémentée, et puis on passe le message qu'on a reçu ici. Donc ici, si jamais on démarre notre serveur, alors on va pouvoir aller voir les deux pages principales de notre serveur. Donc la première page, en fait, ça va être la page d'accueil qui nous affiche tous les messages dans une page HTML. Donc là, on voit coucou et comment ça va. Alors ça, c'était les deux messages qui avaient été rajoutés au démarrage du serveur. Et puis, on a une page ici qui nous permet, donc sur /nouveau, de rajouter un nouveau message. Test ajout message. Et si on retourne à notre écran d'accueil, ici, on va pouvoir aller voir le message. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir comme possibilité d'injection à ce stade-là? En fait, le premier cas qu'on va voir, c'est si jamais on essaye de faire une injection SQL. Alors, c'est quoi une injection SQL? Le but, c'est d'essayer d'envoyer des commandes SQL ici. Donc, on voudrait essayer de faire quelque chose comme insert into par exemple. Si on essaie de taper directement du SQL dans le truc, on va avoir un message au niveau de notre serveur. Et ce qu'il va nous dire, en fait, c'est qu'il y a un problème de syntaxe. Il essaye d'envoyer une requête JDBC, mais dans la requête, il y a un problème. Donc tout le jeu de mettre en place une attaque en injection SQL, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils comprennent qu'on a deux instructions SQL, ou en tout cas plutôt on a la première principale, celle qui était déterminée par le développeur, et ensuite une autre. Donc on va essayer de regarder un peu comment ça se construit.
Donc au niveau du SQL en ce moment, ce qu'on envoie, c'est ça. Donc ce qu'un attaquant en injection SQL va vouloir faire, c'est essayer de remplacer message par quelque chose qui lui permet de faire oui le insert, mais ensuite quelque chose d'autre. Alors ça c'est relativement standard, vous allez trouver des exemples. Et ici on va avoir deux exemples qu'on va essayer de regarder. Donc on va essayer de taper ça dans notre page de message. On va envoyer notre message. Alors juste avant, on va aller vérifier quels sont les messages actuels. Et puis ensuite, on va envoyer notre message. On va retourner à notre accueil. Et en rechargeant la page, on se rend compte qu'il n'y a plus un seul message affiché. Donc pour comprendre ce qui s'est passé au niveau de la base de données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre requête ici. Et on va aller la copier dans un fichier texte. Donc ce qu'a reçu SQL en ce moment, c'est ceci, avec le message qui va être remplacé au milieu. Si jamais on reprend ce qu'on a mis dans notre attaque, ici, et qu'on retourne dans notre fichier ici, et qu'on colle ce qu'on a retrouvé ici à cet endroit-là, on va voir ce que le serveur a vu. Donc, ce que le serveur va lire, c'est ça. Et lui, il va comprendre deux choses. Il va comprendre insert into app message values, etc. La chaîne vide, point virgule, et le point virgule en SQL délimite deux instructions différentes. Donc il lit une première instruction, et ensuite il comprend delete from app message, point virgule. Et ça, delete from app message, point virgule, ça va supprimer toutes les entrées qui sont dans la BD actuellement. Et ensuite, il y avait ce petit bout-là qui est resté, que nous, on avait rajouté au niveau de notre code. Ici. Et pour faire en sorte qu'il soit ignoré par le moteur de base de données et qu'il n'y ait pas d'erreur de syntaxe, eh ben on va avoir un tiré qui est le début d'un commentaire en SQL. Donc en construisant notre requête, notre chaîne de caractères qu'on envoie au serveur, en lui spécifiant exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire la fin de la première commande, une deuxième commande et ensuite un commentaire pour que toute la suite qui a été rajoutée soit ignorée, on est capable de faire exécuter une première commande, oui, mais aussi une deuxième commande qui va potentiellement être dommageable pour l'application et qui n'était pas souhaitée par l'utilisateur, par le développeur. Okay. En construisant intelligemment finalement notre chaîne de caractères ici, on est capable de faire en sorte que le système ignore toute la suite pour éviter de créer des problèmes de syntaxe, d'exécuter une première requête qui était celle que le développeur avait prévue, mais aussi de rajouter une autre commande qui n'était pas prévue par le développeur. On se retrouve dans la situation où on peut faire à peu près ce qu'on veut à partir du moment où on comprend comment écrire du SQL. Donc c'est pour ça qu'en fait, si vous regardez au niveau des différentes attaques qu'on va pouvoir faire, à partir du moment où on commence par ça et où on finit par ça, entre les deux, on peut écrire à peu près tout ce qu'on veut au niveau de la BD. Ici, on se retrouve avec notre système qui a toujours été initialisé avec deux premiers messages qui ont été faits par des utilisateurs gentils, et qu'on arrive ici et qui copie cette chaîne d'attaque-là. On pourrait se retrouver à avoir un forum qui, partout, dans tous les messages, va afficher un lien vers un site extérieur. Ensuite, donc là, on a changé le contenu des différents messages. On pourrait aussi imaginer quelque chose qui serait une combinaison d'injection SQL et JavaScript, où en fait ce qu'on voudrait mettre dans le message, c'est une injection JavaScript. Donc on va regarder ici le cas où par exemple on va vouloir remplacer allez tous sur superpirate.com par une alerte pas très gentille qui envoie un message d'insulte à l'utilisateur. Donc si jamais on fait ça et qu'on essaye de redémarrer notre serveur dans son état propre, ça y est, notre serveur a démarré. Donc là on a un serveur qui est encore sain, il n'y a personne qui a essayé de faire d'attaque dessus. Ici, on va envoyer notre message qui est une attaque, une double attaque en fait, une injection SQL JavaScript. Donc là, on a injecté avec succès dans la base de données quelque chose qui n'était pas supposé être là. Et si jamais on recharge notre page, on voit que chacun des trois messages contenait lui-même une injection JavaScript qui déclenchait le message l'affichage d'un message. Donc, pour réussir à patcher cette faille, en fait, ce qu'il va falloir éviter, c'est de construire des chaînes SQL par l'ajout de plus entre plusieurs chaînes de caractères. Donc là, ici, on a concaténé ce premier morceau-là avec le message. Donc, en fait, c'est le message qui est la partie non fiable, c'est la partie qui vient de l'utilisateur et dont il faut qu'on se méfie. Et ensuite, un petit bout derrière.
Donc la manière qu'on va utiliser pour faire ça, c'est d'utiliser des paramètres dans SQL. Donc au lieu de créer la chaîne SQL en concaténant des morceaux fiables et des morceaux non fiables, il faut que votre SQL soit entièrement fiable, c'est-à-dire écrit par le développeur. Mais par contre, on va pouvoir y mettre des points d'interrogation qui vont être ensuite remplacés par des paramètres. Donc là par exemple, si jamais on a null et message, on va se retrouver à avoir toujours la même requête SQL qui s'effectue, et ensuite les paramètres vont être injectés aux bons endroits, et comme il va les voir comme des paramètres, il ne va pas les interpréter comme du SQL. On redémarre notre serveur ici. On va retourner à notre message d'accueil ici. Donc là on voit que la base de données est toujours en bon état. Ensuite on va avoir notre attaque qui va être envoyée par ici. Et on va pouvoir aller regarder ce qui s'est passé au niveau de... Donc là, on voit nos deux messages initiaux, et on voit qu'en fait, la chaîne de caractères a été considérée comme la string. Donc SQL ne l'a pas interprété comme une commande, mais il l'a interprété comme le contenu qu'il fallait rajouter dans la ligne de la base de données. Donc c'est vraiment le cœur de l'injection, c'est en fait de faire en sorte que ce qui ressemble à une instruction ne soit pas considéré comme une instruction, mais soit considéré comme des données. Alors, pour compléter finalement sur la partie SQL, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour s'assurer qu'on ne va pas se retrouver dans des situations d'injection SQL? Alors, la première chose, c'est de ne jamais construire des SQL avec des plus. C'est cette situation-là en fait qui se retrouve à faire en sorte qu'on construit la requête SQL au fur et à mesure et qu'on prend un mélange de choses fiables et de non fiables et qu'on envoie le tout au serveur comme si c'était un ensemble de requêtes qui avait été fait par l'utilisateur. Ensuite, on va utiliser les paramètres dans les requêtes SQL. On va aussi utiliser les prepare statements. Donc ça, c'est des choses qui sont au niveau de la base de données qui permettent justement d'éviter, encore une fois, d'interpréter des données comme des commandes. Et puis aussi, la plupart du temps, la plupart des gens vont utiliser des plateformes ou des middleware pour accéder aux données. Donc ce que ça fait en fait, c'est que dans la plupart des situations où on fait de l'informatique de gestion, on se retrouve jamais dans la situation où on peut faire des injections SQL parce que un morceau de la technologie qu'on utilise quelque part s'assure en fait de considérer ce qui est des données comme des données et de ne pas les interpréter comme des commandes. Donc c'est relativement difficile de se retrouver dans la situation où on peut faire de l'injection SQL. Et d'ailleurs, pour mettre en place cette démo-là, il a fallu que je travaille explicitement pour faire de la concaténation de SQL. La plupart des développeurs, s'ils ont l'habitude de faire ce genre de requête, ne seront jamais exposés à la situation où on peut faire une injection SQL facilement sur leur système. Alors maintenant, on va quand même aller regarder si on a résolu tous nos problèmes à cet endroit-là. On va aller regarder, on va aller reprendre notre chaîne ici, où on avait à la fois de l'injection SQL et de l'injection JavaScript. Donc on revient sur notre système. Donc initialement, on a toujours nos deux messages qui viennent ici. Si jamais on met notre injection SQL et JavaScript, on va aller regarder ce qui se passe. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que maintenant on a un message d'insulte, mais on voit que les deux autres n'ont pas été modifiés. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on a déjoué l'injection SQL, mais on n'a pas déjoué l'injection JavaScript. C'est-à-dire que ce qui se retrouve dans notre message avec du JavaScript est toujours là. Alors pour voir ça, en fait, on va pouvoir aller regarder dans la base de données de notre serveur. Donc ici, on a utilisé la base de données H2 qui nous permet d'accéder à une console où on peut voir les données. Et si on va regarder dans App Message, donc là on va regarder tous les messages, on voit qu'on a un message et qu'ensuite à l'intérieur on va avoir une balise de script. Si on regarde notre page, on voit le message mais on ne voit pas la balise de script qui se retrouve ici. La balise de script est chargée dans le navigateur et elle est exécutée. Donc on se retrouve dans la même situation que ce qu'on avait tout à l'heure, qui est qu'en fait on a quelque chose qu'on considère comme étant des données normalement, qui est interprété comme une commande, parce qu'en fait SQL comme JavaScript peut interpréter une string comme une commande. Donc comment on va faire maintenant pour désamorcer cette injection JavaScript?
Donc là, c'est relativement différent, on a plusieurs stratégies. On pourrait le faire au moment où on affiche les données. Donc si jamais on regarde comment ça fonctionne ici, le moment où l'injection se révèle, c'est au moment où on va construire une string HTML et on va directement mettre le message sans y faire attention. Donc on pourrait s'assurer à ce moment-là de nettoyer le message, mais on peut aussi s'assurer de nettoyer le message au moment où on l'ajoute au niveau de la base de données. Donc ce qu'on va essayer de faire en fait, c'est dans Add Message ici, on va retourner dans notre méthode, et on va essayer de regarder comment on peut ajouter une solution qui désamorce le JavaScript qu'il y avait dans notre message. Donc là, on a désamorcé SQL, on essaye de désamorcer JavaScript. En Java, une des librairies qu'on utilise souvent pour finalement désamorcer une chaîne et s'assurer qu'elle ne va pas contenir de JavaScript ou de choses qui peuvent s'exécuter au niveau du code, une librairie qu'on utilise souvent, c'est GSoup. Alors GSoup contient en fait du code qui permet d'interpréter une string et de nettoyer tout ce qui pourrait être autre chose que des données finalement. Donc si on regarde ici, là par exemple, vous avez une méthode qui vous est proposée. Alors la première chose qu'on va devoir avoir, c'est la dépendance de GSoup. Donc on va aller chercher GSoup Maven Dependency. Donc à ce moment-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre build.gradle et rajouter cette ligne en fait pour avoir la dernière version de la librairie GSoup. Ensuite, on va cliquer ici pour faire en sorte que Gradle télécharge les changements. Donc maintenant, à cet endroit-là, on va être capable d'aller utiliser un petit bout de code de GSoup pour nettoyer notre chaîne de caractères. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le message avant de l'écrire. On va le nettoyer en fait. Alors on voit qu'on a plusieurs niveaux ici, Basic, Basic with Image, None, Relax, Simple Text. Si jamais vous faites Simple Text par exemple, vous allez avoir une description de ce que ça nous permet. On va passer en Simple Text. Arrêtez, le redémarrer. Ici, on va recharger notre page d'accueil et on va encore une fois réessayer d'attaquer notre serveur avec notre combinaison ici de SQL et de JavaScript. Et maintenant, on va aller recharger notre message ici. Alors, on voit ici qu'en fait, le message s'affiche. Encore une fois, on a tout le SQL qui était dedans. Mais on voit que cette fois-ci, la balise JavaScript n'a pas été déclenchée. Alors, pour comprendre pourquoi elle n'a pas été déclenchée, on va encore une fois retourner dans notre base de données. Et on va aller regarder à quoi ressemble le message qui a été écrit. Et on voit ici que toute la balise script a été entièrement supprimée du message, et donc elle n'est pas chargée dans le HTML, et donc elle n'est pas affichée. Donc on a trouvé une solution finalement pour désamorcer notre message avant même qu'il soit écrit dans la base de données. Donc c'est une bonne pratique. On aurait pu aussi le désamorcer à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on aurait pu prendre le message et enlever tout ce qui était potentiellement dangereux pour notre application au moment. Alors de la même manière qu'en SQL, quand on faisait des plus entre des morceaux de requêtes, quand on essaye de construire notre HTML en faisant des concaténations et en faisant des plus à partir de morceaux qu'on a mis nous-mêmes à la main, on prend de gros risques. Si jamais vous utilisez des moteurs de template, comme par exemple ThimeLeaf, qui est ce qui est utilisé sur Spring quand on fait du MVC, il va avoir des outils qui sont déjà embarqués dans le système pour considérer que tout ce qu'on va vouloir injecter dans la page, ça doit être des données et que donc on va le désamorcer au niveau de JavaScript. Si on utilise aussi des solutions comme Vue.js ou encore Angular ou encore d'autres frameworks, Angular, ou encore Reactive, qui sont des frameworks qui permettent de gérer les vues. La plupart de ces frameworks ont aussi des solutions qui permettent normalement de désactiver les attaques d'injection JavaScript. Ça existe, les injections JavaScript et les injections SQL sont des menaces réelles. Par contre, ce qu'il faut aussi voir, c'est que ces attaques-là, elles sont quand même
quand on utilise des moyens un petit peu cassés de construire des pages web ou un petit peu cassés de construire des requêtes SQL. Donc dans les deux cas, en général, avec des bonnes pratiques de programmation, on peut acquérir des réflexes qui font qu'on ne va jamais s'exposer à ce type d'attaques qui sont très courantes mais relativement faciles à désamorcer.